La campagne, c'est aussi ça. Une vache qui pète. Non mais abuse pas non plus. À la campagne, tu crois qu'il n'y a rien à faire? C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes. C'est magnifique, c'est très vert et c'est superbe. Bienvenue sur Voix Verte. Je suis Alice, parisienne fraîchement débarquée dans le Perche. Cette année, avec ma petite famille, nous avons décidé de changer de vie et de troquer notre appart en région parisienne pour une maison plantée dans la nature et les champs. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai découvert que je n'étais pas la seule à avoir sauté le pas. J'ai alors eu l'envie d'interroger tous ces citadins qui, comme moi, ont tenté l'expérience de prendre une autre voie plus verte. Et de ces rencontres, un dénominateur commun. Leur vie à la campagne leur a donné beaucoup d'inspiration pour créer de nouveaux projets, trouver un nouveau sens à leur vie. Allez, on part à la rencontre de ces citadins devenus ruraux. Voix Verte. Bonjour à tous. Bienvenue sur Voix Verte. Aujourd'hui, je reçois Mélanie Guérin. Mélanie, tu t'es installée dans le Perche en 2021 avec ton fils. Et en plus de cette nouvelle vie pour vous deux, tu as décidé de te lancer dans une nouvelle aventure en créant un projet gourmand. Des biscuits et granola sous le nom de Crac en Perche. Bon, je dois avouer qu'on se connaît un petit peu avec Mélanie et que je suis déjà une fan de ces petites gourmandises. Mais je suis certaine que l'on va apprendre plein de choses pendant cet épisode et que l'on va aussi comprendre pourquoi tu as décidé un jour d'emprunter une voie plus verte. Alors bonjour Mélanie. Bonjour Alice. Petit rituel, on va te demander de te présenter. Donc tu te présentes comme tu le souhaites, le plus complet possible. Alors, je m'appelle Mélanie Guérin, j'ai 41 ans, je suis la maman d'un petit garçon qui s'appelle James. Et en effet, j'ai emménagé dans le Perche à côté de Bélem, au Gué de la Chêne, en décembre 2021. Okay. Et donc, comme dirait mon fils, j'ai un autre enfant depuis le mois de novembre qui s'appelle Crac en Perche. Ah oui, bah oui, c'est sûr qu'une entreprise, c'est un peu comme un deuxième enfant. Ah, c'est ça, mais mon fils est un peu jaloux. Il dit qu'il n'y en a que pour Crac en Perche, donc bon, voilà, oui, c'est mon deuxième enfant. C'est bien parce que lui, il peut en profiter. Oui, mais bon, il voit pas toujours ça comme ça. Ouais, du bon œil. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens Alors, moi, j'ai grandi en région parisienne jusqu'à mes, je pense, 14 ans, enfin jusqu'à l'année du brevet. D'accord. Et ensuite, je suis partie dans la Sarthe. Pour ton lycée, en gros, pour le lycée, un tout petit bout de fac. Okay. Dans la Sarthe, mais pas la Sarthe du Perche, la Sarthe de l'autre côté, entre Le Mans et Angers. D'accord. Donc, t'es moitié sartoise. Ouais, bon, j'y avais pas vécu tant que ça, mais mon père est encore là-bas, donc ouais, la Sarthe, je connaissais déjà bien. Mais bon, après, je suis revenue pour mes études en région parisienne. Okay. Quand je suis quand même plutôt parisienne. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu faisais à Paris ? Alors, à Paris, j'ai travaillé pendant un peu plus de 15 ans dans l'audiovisuel. Okay. J'ai été productrice audiovisuelle, c'est-à-dire que je produisais des films, des vidéos à destination des entreprises. D'accord. Donc plutôt en com interne. Voilà, enfin quand j'ai commencé, c'était vraiment de la com interne parce que ça fait un peu vieux de dire ça, mais il y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Ouais. Donc c'était surtout de la com interne, des films de formation, ce genre de choses. Et puis après sont arrivés les réseaux sociaux. Okay. Donc c'est devenu un peu plus fun quand même. D'accord, oui, c'est sûr. Et donc tu faisais beaucoup de vidéos pour le digital ? Sur la fin, oui. Ouais. Au début, pas trop. Mais oui, au début, on essayait de comprendre comment ça marchait. Une vidéo sur Facebook à l'époque. Ouais. Et puis, c'était surtout le digital. Mais oui, il y avait quand même pas mal d'internes aussi. Donc, c'était assez varié. Je pouvais faire du film de formation, des vidéos pour, par exemple, l'équipe de France de foot. Enfin, c'était très varié. C'était assez cool. Ok. Et tu vois, t'as toujours voulu faire ça ? Travailler dans l'audiovisuel ? Comment t'es arrivée là-dedans ? Alors moi, à la base, je voulais être... j'ai commencé une formation de journaliste. Okay. J'ai fait... alors j'ai commencé la fac de droit parce que je savais pas trop où aller. Ouais. Et puis en fait, classique. On m'a dit... Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire ? On m'avait dit la voie royale, quand tu veux être journaliste, il faut faire...
soit une prépa, soit la fac de droit, puis Sciences Po, puis une école de journalisme. Ah oui. Donc moi j'ai écouté, puis au bout d'1 an je me suis dit non mais en fait la voie royale c'est pas pour moi. C'est ça. Moi 7 ans d'études c'est pas possible. Moi je veux être tout de suite dans l'action, je veux bosser, voilà. Donc j'ai fait une école après bac en 3 ans et puis c'était plus rapide. Sauf que j'ai fait tous mes stages en production plutôt qu'en journalisme. D'accord. Et donc finalement malgré le fait d'avoir fait une école de journalisme, j'ai jamais exercé ce métier. Je suis tout de suite tombée dans la prod. Okay. Mais finalement ça se regroupe parce que oui bien sûr. Parce que j'embauchais des journalistes, je validais certaines choses, donc bon, c'était quand même pas très éloigné. Ouais, c'est marrant. Ok. Et donc au final, tu tombes dans ce milieu-là de l'audiovisuel. Combien de temps t'as bossé 16 ans. 15 ans, ouais. Ok. Et alors après, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé donc? Alors, en fait... Entre-temps, t'as eu un enfant, donc il est né... il est né à Paris. Justement, il s'est passé que j'ai eu un enfant. Ah, voilà. Voilà, on va dire que même si, comme beaucoup, le confinement a accéléré les choses, mais moi, je pense que mon premier moment où mon cerveau a vrillé et je me suis dit Paris c'était chouette, Paris j'ai adoré, mais en fait c'est plus ce qu'il me faut. Je pense que c'est la naissance de un peu après la naissance de mon fils. Okay. Moi je connaissais quand même un peu la campagne pour y avoir vécu avec mes parents où on était vraiment en race campagne. Oui, j'allais te demander en Sarthe en fait c'était quoi votre vie? Moi, jusqu'à 14 ans, j'étais à Paris, j'allais à pied à l'école, j'avais mes copines, j'étais vraiment la petite pépette de l'Ouest parisien, comme il fallait, quoi. Et puis un jour, mes parents m'ont dit, on va partir à la campagne. D'accord, mais la vraie campagne. Le choc a été un peu brutal, j'étais pas heureuse vraiment pas préparée. Non. Et donc, le premier voisin était à peu près à 2 km. Donc c'était une grande maison. C'était une grande maison avec des bois autour, et j'étais à l'école, pour le coup, j'ai fait mon lycée à l'internat, à Angers. Ok. Mais heureusement, j'étais une passionnée d'équitation, donc j'ai négocié le départ contre un cheval au club. Voilà. Normal. Tout le temps petite, on me disait tu peux pas avoir de cheval parce qu'on habite à Paris. Ah mais moi on m'a dit ça mais voilà. Toute ma vie. Et donc à partir du moment où je suis partie à la campagne, j'ai fait mon adolescente qui fait la gueule en me disant ok je pars mais je veux un cheval. Okay. Bon, on a acheté un réformé, c'était soit ça soit l'abattoir, donc c'était pas non plus le cheval de compète, mais c'était exactement ce qu'il me fallait. Donc je passais mes week-ends au club. En effet, avec les bottes dans la boue, ce qui m'a bien changé de la vie parisienne, mais ça a aidé à ce que la transition soit un peu plus cool. Du coup, t'étais épanouie dans ton monde équestre. Exactement. Bon, après, il y a eu la fac, et là, les chevaux ont un peu disparu de de mes centres d'intérêt à ce moment-là. Mais bon, en tous les cas, ma campagne, c'était ça. Mais c'était la campagne que le week-end, puisque j'étais à l'internat la semaine. Et puis je suis revenue à Paris quand j'avais 20 ans. Donc ça a été quand même une petite parenthèse, mais que j'ai connue et que je connais toujours puisque mon père habite toujours à cet endroit-là. Et du coup, quand t'as eu donc James, on peut dire son prénom, son fils, là t'as eu un peu, c'est quoi? Tu t'es pris une sorte de claque Alors il y a eu plusieurs paliers. En fait, quand j'étais, on va dire jusqu'à 30 ans, franchement la campagne ça ne m'intéressait pas. Moi c'était mes potes, c'était Paris, c'était les voyages. J'allais voir mon père, mais à l'époque parce qu'il fallait le voir, mais c'était pas. Après passer 35 ans avec les potes, c'était sympa de retourner à la campagne, d'aller voir mon père, le feu de cheminée, la petite bouteille de vin. Enfin voilà, il y a un âge où ça devient plus sympa. Mais c'était pas non plus, je me disais pas, je vais y vivre. Et quand j'ai eu James, il y a eu un moment où je me suis dit, j'habitais dans 40 mètres carrés avec mon fils à Paris, et je me suis dit, franchement, c'est pas la vie que j'ai envie de lui donner. Et puis, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, n'est-ce pas? Mon fils a perdu son papa quand il avait 1 an, et donc mon fils s'est retrouvé à la tête d'un petit héritage. Et les réflexions pour moi ont commencé à ce moment-là, en me disant, en tant que tuteur, j'ai l'obligation de gérer cet argent et de l'investir. Comment je l'investis? Au départ, tout logiquement, je me suis dit, je vais investir juste pour avoir plus grand Paris, voilà. Et puis quand j'ai commencé à regarder, je me suis rendu compte que cet argent, vraiment plus grand. C'est ça, cet argent qui était quand même conséquent, et me permettait d'avoir à peine 10 mètres carrés en plus, 10 ou 12 mètres carrés en plus, parce que en fait, c'est les mètres carrés les plus chers, c'est pour passer de 2 pièces à 3 pièces. Bien sûr. 3 pièces, c'est ce que cherche tout le monde. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas investir tout son argent pour 10 mètres carrés juste pour qu'il ait un peu plus de place pour ses jouets. Donc après, je me suis dit, est-ce que je pars en grande banlieue? Là, ça me permettait d'avoir de l'espace, mais ça voulait dire plus le voir. Après, mon métier n'étant pas un métier qu'on peut faire partout, je me suis dit, ok, peut-être dans les grandes villes de province, parce qu'il y a quelques boîtes de prod, il y en a pas beaucoup, mais ça se tente.
Et en fait, je me retrouvais à peu près avec la même problématique, c'est-à-dire que Ça restait petit, quoi. ça restait petit, ou alors si jamais c'était une maison, c'était en dehors, avec les mêmes problématiques de transport, d'embouteillage, de trouver une nounou, donc ça coûte plus cher, enfin voilà. Finalement, c'était surtout un problème d'espace et de vouloir. C'était de vouloir lui donner une vie. vie où il puisse jouer dehors, quoi. Ouais. Enfin, ça reste un petit garçon. En plus, à l'époque, il commençait à marcher et à aller partout. Et tu te dis, tu peux pas le garder enfermé dans 4 murs, même si il y je avait partais aussi tous les cette week-ends. envie de grand air au-delà de l'espace mètre carré. C'est aussi. De moins de pollution, Ouais. d'une vie un peu plus douce, et puis aussi une vraie problématique en tant que parent célibataire à Paris, de finalement être assez isolé. Ouais. Parce que à chaque fois que tu dois sortir, c'est la babysitter à bien caler qui te plante pas, le taxi ou alors le métro tard le soir, et donc c'est pas, et puis souvent les trucs au dernier moment tu peux pas les faire, donc c'était une vie où finalement je me disais je me retrouve un peu isolée. Pourtant, je suis à Paris. Ouais, et tu profitais pas, je profitais pas, de Paris. Et puis l'appartement était hyper petit, donc je pouvais pas non plus inviter mes potes à dîner parce que pendant qu'il dort, il dort, surtout le réveille pas. Hein. Voilà. Donc c'était pas en fait une vie où j'avais l'impression de profiter ni à 100% de mon fils, ni de mes amis. Donc j'ai longtemps cherché quelle était la bonne solution. Et là, en effet, est arrivé le Covid et le confinement, où je me suis confinée donc chez mon père dans la Sarthe. Ah, d'accord. Et donc avec James, vous étiez avec tous James, les deux... on était toute la journée dans le jardin. Ah ouais, trop bien. Il avait quel âge là, du coup 3 ans. Il avait un peu moins de 3 ans. Il avait 2 ans et demi. Il n'était pas encore à l'école. Ouais. Et donc, tu n'avais pas d'école. C'est ça. Enfin, je veux dire, je faisais pas le semblant d'école à la maison, quoi. Oui. C'est-à-dire que il savait pas ce que c'était. C'était sa nounou. Oui, c'est sûr, ça lui a pas manqué du coup. Ah non. Mais bon, fallait l'occuper. 2 ans et demi, c'est un peu roquette et tout. Ouais, c'est tonique à cet âge-là. Ouais, c'est ça. Et donc, franchement, ça a été une parenthèse assez enchantée, hein, parce que il faisait beau, on était dehors, il y avait un grand jardin, il y avait les cousins. Ah ouais, donc vous étiez pas que ton père. Alors la maison est très grande, en plus il y a 2 maisons, parce qu'il y a une maison qui fait chambre d'hôte normalement. Donc je pense qu'on était, je sais pas, 12 peut-être. Ah ouais. Sympa en plus. Ouais. Et donc. Ça a dû le changer, James. Ouais. Passé de 2 à 12. C'est un peu bizarre. Il a vu du monde. Et donc après, le retour à Paris, il a été un peu violent. Ouais. De se dire, pour vous deux, quoi. Ouais. Est-ce que ma vie, elle va vraiment ressembler à ça tout le temps ? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire ? Et puis, j'arrivais aussi dans une période où, je pense que c'est lié aussi à la naissance de mon fils. Je trouvais moins de sens à ce que je faisais dans mon job. Ouais, j'allais te demander par rapport à ton boulot, parce que là, on parle effectivement de votre vie quotidienne et de l'espace, etc. Mais par rapport à ton job, où t'en étais en fait ? Alors moi, j'ai été pendant 13 ans dans une boîte que j'ai adorée. Mon ex-patron d'ailleurs a une maison dans le coin, Fred, si tu passes par là. Je dis bonjour. C'est ça. Et donc j'avais adoré, sauf qu'au bout de 13 ans, je me suis dit j'ai fait un peu le tour. Et donc j'ai eu envie d'autre chose. C'est tombé aussi au moment où j'ai appris que j'étais enceinte. Donc c'était vraiment un moment de transition et j'ai profité pour me dire new life, new job. Et donc en fait, je suis restée dans la même boîte. C'était un grand groupe à l'époque. Mais j'ai été mutée à l'intérieur du groupe. C'est pas un grand changement du coup. New life rapide. Non, c'est juste que j'avais les mêmes clients, les mêmes collègues depuis 13 ans. Ouais. Et là, j'allais dans une entité qui se crée avec des gens que je connaissais pas, des nouveaux clients. Juste, on était dans les mêmes locaux. Mais je faisais pas du tout la même chose et pas avec les mêmes personnes. Mais c'était pas mal parce que le temps que ça se mette en place, au début, c'était un peu mou. Enfin, en fait, ça a été mou très longtemps. C'était ça le problème, justement. Et bon, moi, j'ai eu mon congé mat, j'ai été mon fils. Après, il y a eu toute la période où il a perdu son père qui était pas simple. Bon, ça m'allait assez bien à ce moment-là d'être dans un truc un peu smooth où il se passait pas grand-chose. Et puis, sauf qu'à un moment, ça a duré. Et, jusqu'à ce que ça t'emmerde, en fait. C'est ça. Ouais. En fait, je trouvais pas beaucoup de sens parce que je trouvais que les clients n'étaient pas des boîtes qui me portaient avec des projets intéressants. Et puis surtout, quand je voyais mes potes qui faisaient à peu près la même chose et qu'on me disait alors, c'est quoi tes prods en ce moment ? T'as bossé sur des films sympas ? En fait, j'avais rien à dire. Ouais. Donc c'est un peu. En fait, non. T'as fait des trucs ? Non, pas non. Bon, ok. Donc c'était sur le principe, on peut se dire c'est sympa d'être payé à rien faire, mais à un moment ça devient. Non, ça c'est hyper dur. Bah ouais.
C'est d'ailleurs c'est un mot, je crois que c'est Le bore-out. le bore-out. Ouais. C'est en fait c'est comme le burn-out. C'est l'ennui, mais quoi. Ouais. tu t'ennuies tellement que tu en deviens presque déprimé, quoi. C'est un peu ça. Ouais. Et bon, ça m'a laissé du temps pour réfléchir à la suite. Hein. Ouais. Et donc, en fait, le tout dernier confinement, donc le troisième, je crois. Le Enfin, je sais troisième, plus, ouais. voilà. Là, pour le coup, le groupe dans lequel j'étais a été racheté par un autre groupe. D'accord. La structure dans laquelle j'étais était pas rentable, donc je me doutais qu'on allait faire partie des premiers à... Ah oui, ils t'ont demandé de partir, en gros. En gros, c'était ça. Et moi, j'attendais T'as ça. sauté sur l'occasion. Exactement. Mais tu sais, parfois, je me dis, il y a des choses qui viennent s'aligner, en fait. Ah, mais c'est sûr. Tu vois, c'est comme des signes. Ah Alors bah moi, ouais. ça m'est arrivé souvent aussi dans ma carrière pro, des moments où je me sentais pas bien et tout. Et en fait, il y a des choses qui sont Il y a une petite venues porte de sortie Ouais. qui s'ouvre. et ça Et s'aligne, il faut- en fait. ouais, il faut Ouais. s'engouffrer dedans à ce moment-là, puisque moi j'avais cette problématique. Mais après, de- c'est dur quand t'es un peu déprimé, justement, de le voir du bon côté, tu vois. Ouais, alors moi j'attendais ça en Ok. fait, parce que je savais que j'avais envie d'autre chose, que j'avais envie de bouger, et la problématique c'est que donc quand je me suis rendu compte que aller bosser dans l'audiovisuel dans une grande ville, c'était pas, enfin ça s'alignait pas avec ouais. ce que je voulais. Je me suis dit, bah en fait, la seule solution, c'est de partir dans un endroit où je peux, où ça va me coûter pas grand-chose de vivre, enfin en tout Ouais. cas où je vais avoir besoin Beaucoup de moins moins que d'argent. Paris, ouais. C'est ça, ou que Bordeaux, ou Oui. Lille, voilà. Je vais pouvoir vivre avec moins d'argent et je vais tenter l'aventure en freelance. Ok. Mais sauf que pour ça, étant le seul salaire de la maison, je pouvais pas partir en démissionnant. Ouais, bien sûr. Donc il fallait qu'on m'ouvre. En plus, j'avais 16 ans d'ancienneté. J'allais pas jeter ces 16 ans non, oui, d'ancienneté c'est sûr. à la poubelle. Et donc, il fallait que, en effet, les choses s'alignent. Soit que je trouve un contrat tout de suite en freelance, ce qui était quand même assez peu probable. Compliqué, ouais. Soit que, voilà, tout s'aligne pour que je puisse partir sereinement en me disant j'ai le temps de mettre en place les choses, Ouais. de faire les choses tranquillement sans me stresser. Puis c'est vrai qu'en France, on a la chance aussi d'avoir, une fois qu'on est licencié ou qu'on peut faire une rupture conventionnelle, après, on peut avoir un peu le soutien de Pôle emploi. C'est ça. quand Moi, on a j'avais cotisé des- pendant 16 ans pour ça. Ouais, donc, voilà. il y a un moment, j'avais jamais été au chômage de toute ma vie. Donc, j'ai considéré que j'avais aussi le droit d'en profiter. Ouais. Voilà. J'avais donné de l'argent pendant 16 ans que je pouvais Mais récupérer un là, peu de chômage. c'est donc professionnellement, il y a cette porte de sortie que tu prends allègrement, Tout à fait. avec joie. Mais on en est où du coup de... Alors en fait, tout s'est fait un peu en même temps. Donc pendant le dernier confinement, ce fameux confinement, je sentais que le truc allait arriver. Ouais. Après le confinement, j'ai enchaîné avec des vacances. Et pendant ces vacances-là, je reçois un mail de la RH me disant que ce serait bien qu'on se voit. Donc Ouais. je sentais que voilà, le verrou était en train de C'était là. voilà, la porte était en train de s'ouvrir. Et en fait, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion en me disant je vais commencer à regarder des maisons. Mais où? Alors, bien sûr, ce chemin pendant tous ces confinements Ouais. et ce moment de bore-out, j'avais le temps, donc ma tête a eu le temps de pas De mal réfléchir, travailler, ouais. voilà. Et donc je me disais, si je veux être freelance, il faut que je sois pas trop loin de Paris quand même, Oui, quand parce même. que malgré tout, il faut que je revienne pour des tournages. Enfin, il faut au moins que ce soit simple d'aller à Paris. Ok. Donc j'avais comme beaucoup tracé un cercle de 2 heures autour de Paris. Ouais. Et puis, ma mère est à Paris, mon père est donc du côté du Dans Mans. la Sarthe, ouais. En fait, entre Paris et le Mans, il y a le Perche, quoi. Ouais, et puis aussi, enfin, c'est vrai que tu l'as dit, t'es maman solo. Enfin, quand t'es maman solo, t'es moments où tu peux aussi parfois être seule, sans ton enfant. C'est parce que tes parents, ils peuvent venir t'aider. Bien sûr. Donc, tu pouvais pas vraiment t'éloigner de tes parents trop, quand même. Non, je pouvais pas parce que si je voulais être freelance et que partir en tournage, il Ouais. fallait qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de mon fils Ah oui, pendant bien que je sûr. parte en tournage. Ouais. Donc je pouvais pas dire alors parce que par exemple j'ai ma meilleure amie qui est à Montpellier, j'aurais adoré partir à côté d'elle. Enfin, Ouais. elle me dit mais pas de problème, moi je m'occupe de ton fils. Ouais, Sauf mais qu'en dans vrai, le quotidien, elle a aussi sa vie. Et que je pouvais pas imposer à mes parents de prendre le train comme ça, allez hop, j'ai besoin de toi demain, alors qu'aujourd'hui, j'ai eu le cas il y a pas très longtemps. Ouais. Mon fils était malade, j'avais un impératif pro, j'ai appelé mon père, le soir il était là, Ouais, et en il a 45 pu, minutes, il vient. Exactement. Ok, donc, t'as fait ton petit cercle. Donc j'ai fait Et mon petit le cercle. Perche. Est-ce Et que puis- tu connaissais avant? Alors, je connaissais, oui, parce que j'ai une histoire familiale avec le Perche, mais en vrai, je le connaissais pas tant que ça. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, mon père est originaire de Nogent.
Ah, ok. Voilà, mon grand-père est originaire de Nogent. Mon grand-père avait une entreprise de BTP ici à Nogent. Ah, génial. Il a même fait, il y a très longtemps, donc, des travaux au château. Il a construit pas mal de maisons dans le coin. Mon père avait repris l'entreprise quand mon grand-père a pris sa retraite, mais il a quitté Nogent avant ma naissance. D'accord. Donc, moi, j'ai pas connu... donc tu connaissais pas. Et j'ai dû venir ici quand j'étais petite voir mes grands-parents, mais mon grand-père est décédé, je pense, quand j'avais, 6 ou 7 ans. Ouais, et après, ma grand-mère est partie dans le sud, donc j'ai pas vraiment de souvenirs à Nogent. Mais bon, je savais que c'était quand même le berceau familial. Ouais, c'est dans le sang, quoi. C'est ça. Et dans puis, la pierre. Ouais, c'est ça. Et ce qui m'a décidé aussi, c'est que j'ai des amis qui ont des résidences secondaires ici. Ok. Et donc, je me sentais moins débarquée en terre inconnue, quoi. Mais ça, c'est sympa aussi, parce qu'effectivement, bon, t'as tes parents pas loin, enfin ton père, pas loin, et des amis, du coup, t'arrivais pas complètement... Non, j'arrivais pas totalement perdue, même si finalement, je les vois pas tant que ça, parce que, voilà, chacun a sa vie, chacun a plein de choses à faire, et voilà. Le perche, c'est grand. Le perche, c'est grand. Mais j'avais ce sentiment de me dire, je serais pas complètement perdue au milieu de nulle part. Donc là, tu te dis, allez, vamos, on va dans le Perche. Ouais, et bah donc le premier week-end de déconfinement, qui était un week-end, je pense un week-end de 3 jours, enfin il y avait un pont. Ouais. Je vais chez mon père, je laisse mon fils à ma belle-mère, et je pars avec mon père, on prend la voiture, et on se dit on va passer la journée dans le Perche. Okay. Et j'avais calé 2 rendez-vous pour voir des maisons, mais j'avais appelé avant, et tout le monde m'avait dit, les agents immobiliers m'avaient dit... on a des choses à vous montrer, mais en fait, on a des rendez-vous à l'appel et on n'a pas un rendez-vous de dispo avant 1 mois. Oh. Donc, moi, j'ai pris des gens qui étaient sur Airbnb, n'importe quoi, sur Le Bon Coin, des particuliers. Ouais. J'ai pris un peu au hasard, mais surtout, j'y allais pour me dire, je vais voir les villages. Bien sûr. Parce que j'avais eu le temps de me faire une petite checklist des choses qui étaient importantes pour moi. Et c'était quoi ? Alors, en fait, j'avais écouté un podcast qui s'appelle Ciao Paris. Ah oui. Et c'était une psy qui disait, il faut d'abord faire la liste de ce qui pour vous est non négociable. Ouais. Et après, le reste viendra. Alors, et donc moi, le non négociable, c'était, je voulais voir du vert. Ouais. Je voulais, quand j'ouvre mes fenêtres, je voulais pas un mur, parce qu'il peut y avoir des très jolies bâtisses avec un mur en face. Mais moi, je voulais voir du vert. Je voulais une vue, un horizon avec du vert. Ouais. Je voulais être en village. D'accord. Parce que... ça restreint du coup, parce que voir du vert plus être en village. Ouais. Mais en étant... Enfin, pour mon fils, je trouvais que c'était plus sympa, parce qu'il y avait quand même plus de potentiel pour avoir des copains dans le village, voilà. Ça m'évitait à chaque fois... Enfin, je me disais, ça m'évitera à chaque fois de prendre la voiture pour l'emmener chez les copains. Ouais. Et puis, ça me permet aussi d'avoir des voisins, en étant seule, même si j'ai grandi dans une maison avec pas de voisins autour, donc j'ai un peu eu l'habitude. Enfin, j'ai fait quelques années dans une maison sans voisins. Mais bon, j'avais pas envie de me sentir en insécurité. Peut-être que je l'aurais pas été, mais je voulais pas prendre ce risque de me dire, je trouve la super maison, puis en fait, au bout de 6 mois, je me rends compte que je flippe et je change de maison, ce serait dommage. C'est clair. Et je voulais une école dans le village. Ok. Voilà. Donc ça, c'était tes points non négociables. Ça, c'était mes points non négociables. Et tu as réussi du coup à avoir ça. Et j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que aujourd'hui, une fois que là, t'es un peu installé, il y a des points qui aujourd'hui, tu te dis, au final, c'était pas tellement important. Enfin, tu vois. Moi, j'ai eu des trucs comme ça où je me disais, il me faut absolument. Nous, on s'était dit, il nous faut absolument une gare. Dans le village. Alors donc on habite dans un endroit où on a une gare dans le village, mais bon, aujourd'hui je me dis ça sert à rien parce qu'on prend la voiture tout le temps de toute façon. C'est ça. Écoute, peut-être que j'aurais pu ne pas avoir d'école dans le village, parce qu'en fait je suis au Gué de la Chêne, on est juste à côté de Bélem, et donc si l'école avait pas, parce que moi j'ai vraiment une école dans le village, je suis à 300 mètres à pied de l'école. C'est super ça. Mais bon, Bélem était à 3 km, donc j'aurais pu, c'était pas... On se dit quand même, c'est marrant, parce que moi aussi les écoles, je me disais c'est quand même vachement plus pratique quand c'est à côté, t'as tellement l'habitude, ce réflexe, tu vois, un peu d'urbain, mais après ici tout le monde prend le car ou fait des 15 minutes de voiture. Mais bon, quand même, j'ai coché toutes les cases. Ouais. Et ce week-end, alors, t'as visité des maisons ou pas ? Alors, ce week-end, j'ai visité des maisons. Enfin, d'abord, je visitais les villages. Donc, on traversait des villages. Je regardais, je me disais, ce village a l'air sympa. Je regardais sur Google, est-ce qu'il y a une école ? Et je notais les villages où je me disais, ok, ça pourrait, ça pourrait, machin. Okay. Et c'était un endroit précis dans le Perche où tu t'en fichais un peu ? Alors,
mon ancien patron, Fred, dont on parlait tout à l'heure, quand je lui avais dit que je voulais partir dans le Perche, il m'avait dit, mais toi, je te vois dans le triangle d'or entre Bélem, entre Bélem, Rémalard et Nogent. Alors, sauf que moi, à l'époque, je regardais surtout en fonction des prix. Je visualisais pas très bien quels étaient les endroits plus ou moins sympas, le côté vallonné, joli, tout ça. Et c'est vrai que, par exemple, il y avait des choses vraiment pas chères et très sympas du côté de la Loupe. Et puis lui m'a dit, franchement, je pense que tu vas t'enterrer là-bas, tu verras moins de monde, c'est vachement loin de chez nous et tout ça. Et donc j'avais un peu resserré dans ce coin-là. Et il avait totalement raison. Non, mais oui, c'est magnifique. Il avait totalement raison. Après, il y a plein d'autres endroits très beaux. Mais C'est ça. Mais je suis ravie d'être là parce que, il y a tout ce que j'aime et il y a aussi la vie sociale, entre guillemets, que j'aurais peut-être pas trouvé ailleurs. Les bons restos, parce que j'adore les bons restos. Les boutiques. Enfin, voilà, il y a quand même des choses... Et tu t'es pas dit que tu irais vers Mortagne plus... Mortagne, c'était plus loin déjà pour moi, je trouvais. Alors après, non, en passant par la N12. Mais alors ça, j'avais un problème aussi avec la N12. Je l'aime pas. Je suis tellement restée coincée dans les embouteillages sur la N12 que je cherchais plutôt vers l'autoroute que vers la N12. Mais et puis j'ai visité une maison à Mortagne d'ailleurs, mais qui me plaisait pas pour d'autres raisons. Elle était mal agencée. Il y avait trop de travaux pour la réagencer. Et puis en fait, ça avait un côté presque trop grande ville, Mortagne. Ah ouais. Ok, c'est marrant. Et donc tu as fait ta petite checklist de village. Après, tu revisites des maisons Et bah donc ce week-end-là, j'en visite, je sais plus combien, 2 je crois, 2, 3, je sais plus. Et puis une semaine après, je crois, j'en vois une sur Le Bon Coin, à mon avis. C'était le soir. C'est le soir, tu scrolles sur Le Bon Coin, regarder les trucs. Je pense qu'on a un peu tous fait pareil. Et puis donc je vois que c'était un agent IMO. J'envoie un message, il doit être 23h. Et j'ai une réponse tout de suite. Et où la personne me dit, alors déjà, 1, c'est bien un village. 2, il y a une école. Ah oui, je voulais qu'il y ait une boulangerie aussi. Bon, ça a été un peu le fail du truc. Parce que la boulangerie était pas bonne et elle vient de fermer. Et elle a fermé. Et finalement, j'ai un boulanger que j'adore, mais qui est de l'autre côté de la forêt de Bélem, et donc j'y vais en voiture. Mais c'est pas grave. Mais je comprends. Tu vois, ça, typiquement, c'est le genre de truc, tu te dis, il me faut absolument une boulangerie. Et puis, en fait, pas forcément. Tu changes tes façons de consommer. J'achète plus jamais de baguettes, j'achète des gros pains et qui me font 4 jours. Et donc, je vais pas à la boulangerie tous les jours. Enfin, voilà, tu changes finalement. Et donc il me confirme qu'il y a bien l'école, que c'est bien juste à côté de Bélem. Il me dit par contre, je pars en vacances demain soir. C'est demain ou jamais. Après, il me dit sinon c'est après mes vacances. Et moi aussi, je partais le lendemain à Montpellier. Et donc il me dit vous pouvez venir à midi. Enfin, entre 11h30 et midi. Sauf que et là, il est 23h, d'accord. Là, il est 23h, que le lendemain, mon fils va à l'école, donc il faut que je le dépose à l'école, que je prenne la voiture, que j'aille à Bélem, voilà. Donc, au début, je me dis, bon, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup ? J'envoie un message à mon père, qui a bossé dans le bâtiment, mais qui a aussi bossé dans l'immobilier, donc c'était un peu ma référence pour faire les visites. C'est pratique. Et je lui dis, voilà, il y a cette annonce, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller demain ? Ou est-ce que j'y vais à mon retour de vacances ? Et il me dit, non, vas-y, quoi. Enfin, tu vois, elle a l'air bien, elle coche toutes les cases. Si tu veux, je te retrouve là-bas. Et donc, c'était la bonne. Voilà, donc, j'en ai pas visité beaucoup. Et franchement, mon père, il avait fait le tour de la maison, donc de l'extérieur, avant que moi j'arrive. Et déjà, il m'avait dit, je pense que ce sera celle-là. Ouais. Génial. Elle cochait toutes les cases. Voilà. Ok, donc là, cette jolie petite maison au Gué de la Chêne, on va pas dire l'adresse, mais quand même, il faut que vous regardiez les noms des rues dans ce village et vous comprendrez qu'elle est vraiment... Voilà, le nom a aidé à ce que mon fils ait envie de déménager. Voilà. Ouais, je comprends. Et c'est aussi lié à ton nouveau parcours professionnel. Ouais. Donc, il faut que tu nous en parles aussi. Donc, vous décidez de déménager, vous faites des travaux. Il faut le dire quand même, toi, t'es, je pense, la seule personne que je connaisse pour qui les travaux sont bien passés. Dans le budget qu'il faut et dans le temps imparti. Ouais, j'avoue que j'ai eu de la chance. Juste, mais J'ai eu de la chance. Alors après, contrairement, je pense à beaucoup de personnes qui se sont installées récemment, j'ai pas acheté une maison avec des vieilles pierres. Oui, c'est vrai. Ma maison, c'est une maison qui a été construite dans les années 70, qui est donc ce qu'on appelle un petit pavillon. Ouais. Et donc, les entrepreneurs qui ont l'habitude, enfin, qui peuvent travailler sur ce type de maison sont beaucoup plus larges. Ouais, il y en a beaucoup plus. Donc moi, d'ailleurs, c'est des gens, enfin, lui était originaire du coin, mais il faisait venir ses gars de Paris. Ah ouais. Et il logeait pendant la semaine ici. Dans la maison, ouais.
Pas dans la maison, enfin chez le mec. Ouais, ailleurs. Ailleurs, mais pas chez On sait pas où, ou alors chez moi, mais il y avait pas de chauffage, enfin c'était quand même pas voilà. Ouais. Et donc moi ça a été assez vite hein. J'ai visité en mai. J'ai fait la signature définitive le 1er octobre. Ouais. Le 3 octobre, les travaux commençaient et j'ai emménagé le 27 décembre et j'ai tout refait. Non, mais c'est ouf. Franchement, c'est. Bon, alors, on il dirait restait quelques presque un travaux rêve. après, c'est-à-dire que les fenêtres n'avaient pas été livrées dans les temps, donc en fait, quand même, ils sont revenus en mars pour changer les fenêtres. Donc pendant entre Non, mais janvier une et mars. justice à un moment. Ouais. Non, mais c'est franchement, bon, quoi. j'ai eu vraiment du bol. Moi, de toute façon, je leur avais dit, moi, j'ai arrêté l'école de mon fils. Mon fils, il arrive le 1er janvier, enfin, il commence le 2 janvier à l'école du Gué de la Chêne. J'emménage Y a au pas Gué de de la choix. Chêne. Enfin, voilà. Donc, alors après, je leur avais pas dit, mais s'il avait fallu qu'il y ait juste une chambre et une salle de bain, je leur ai emménagé quand même avec une chambre et une salle de Nous, bain. on a déménagé en juillet, on n'avait pas de salle de bain. Hein. Voilà. Bon, Pourtant, on leur avait bien dit. Hein. Enfin, moi, c'était décembre. Ah Donc, ouais, décembre sans salle. Tu prends pas la j'avoue. douche dans le Non. jardin en décembre, quoi. C'est sûr. Mais oui, enfin, il restait encore pas mal de petites choses à faire. Ouais. Donc, pendant quelques semaines, il y avait un petit gars qui était là et qui continuait à faire les finitions, qui restait. D'accord. Et voilà. Bon, en tout Mais cas, c'était assez vivable. rapide. Ouais, non, franchement, j'ai eu du bol. Donc, du coup, janvier 2022. Ouais. Janvier 2022, vous déménagez. James change d'école. Ouais. Il va dans la petite école. Il va à pied. Il va à pied. Quelle chance. Et sur le chemin de l'école, ça a été la révélation pour lui. Au lieu d'avoir les crottes de chien et les bus quand il traversait pour aller... Il allait déjà à l'école à pied à Paris. Oui. Et ben là, en fait, il y avait des oies sur le chemin. Donc tous les matins, il disait bonjour aux oies, qu'il a nommées, donc qui s'appellent Paul Blanc et Jean Gris. Parce qu'il y a une oie grise et une oie blanche, et qui lui disent bonjour tous les matins. Donc voilà, là, c'est vraiment le changement radical de vie pour lui, quoi. Ah bah c'est clair. Ok. Et donc, il faut que tu nous expliques, parce que là, on a parlé de ton déménagement, de ton envie de changer de vie pour James, mais qu'est-ce qui s'est passé professionnellement? Parce que tu continues à faire du free, tu dis que tu vas venir, tu continues à faire du freelance. Ouais, au départ, je me dis, je vais faire freelance. Enfin, voilà, c'est ça. Ce sera ma vie. Ce sera ma vie. Alors, moi, j'avais quand même fait un petit business plan de ma vie dans ma tête. Je gagnais très bien ma vie à Paris. Ouais. J'étais propriétaire de mon appartement à Paris. Et en fait, j'ai décidé de partir en essayant de me mettre le moins de pression possible. Ouais. J'avais déjà assez de pression en faisant tout toute seule. Ouais. Donc, je voulais pas non plus avoir la pression de la thune en me disant il faut absolument que je gagne tant par mois, sinon je vais jamais m'en sortir et tout. Okay. Donc, moi, le truc obligatoire, c'était d'acheter une maison qui rentre dans un budget où je puisse l'acheter cash. D'accord. Donc, en fait, j'ai voulu partir sans crédit. Pas de crédit auto et pas de crédit maison. Donc, ça, c'est une chance. Ouais. C'est une chance. Alors, ça veut dire que j'habite aussi dans la maison de mon fils, hein, parce qu'il est donc bien propriétaire d'une partie de la maison. Ouais, si un jour il a envie de te dire tu dégages. À 18 ans, il aura le droit. Bon, après, avant, il peut pas. Ouais, normalement, j'ai encore un peu de temps. Et donc, assez vite, j'ai commencé à faire mes comptes, parce que bien sûr, à Paris, je ne faisais pas. La vie était insouciante. Bien sûr, évidemment. Et donc là, j'ai pu assez vite voir de combien j'avais besoin pour vivre en étant au Gué de la Chêne. Ouais. Je me suis rendu compte que c'était bien moins élevé qu'à Paris, hein, puisque, par exemple... déjà, je suis dans une école publique. Le soir, la garderie me coûte 1 €. Enfin, voilà, c'est des chiffres qui me passent, qui pour moi n'existaient pas avant quand j'étais à Paris. Et puis, alors après, j'ai découvert le fuel aussi. Ça, c'est un truc, voilà. Pour l'augmentation du prix de l'énergie, bon, ça pique un peu quand même. Ça, pour le coup, c'est une dépense que j'avais pas complètement prise en compte dans mon business plan, mais voilà. Mais donc, en gros, j'avais quand même besoin de beaucoup moins d'argent pour vivre. Ouais. Donc, je l'avais calculé qu'il me fallait X jours de freelance par mois. Pour pouvoir subvenir à vos besoins. Et franchement, c'était faisable. Sauf que assez vite, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Ouais. Que j'étais très contente de bosser avec les quelques boîtes qui étaient des boîtes de copains ou de gens avec qui j'adorais bosser, mais que j'avais pas envie de démarcher des boîtes. Okay. J'avais pas envie de refaire ce taf, de me vendre, de travailler avec des gens qui peut-être n'allaient pas me plaire. Et donc, j'ai travaillé tranquillou avec les boîtes, les projets que j'aimais bien, les boîtes que j'aimais bien. Et puis aussi, je me suis rendu compte que ça allait pas être viable sur le long terme, dans le sens où donc mes parents viennent quand je dois partir en tournage, mais
Mon père va avoir 78 ans et que donc ce sera, mon fils n'a que 5 ans. Oui. Et c'est pas à 13 ans qu'il va pouvoir vivre tout seul dans la maison pendant que je serai en tournage à l'étranger. Donc ça me paraissait sur le long terme pas viable. Et donc je me suis dit, j'ai encore ce fameux chômage pendant quelques mois et si c'est pas maintenant que je me réinvente une vie professionnelle, que je profite de ce temps-là pour faire une formation ou pour monter un business, tant que j'ai encore ce petit matelas de sécurité qui est le chômage, après ça va être encore plus compliqué. C'est clair. Et puis malgré tout, j'ai passé aussi le cap des 40 ans et je me suis dit, c'est pas maintenant. Tic, tac, voilà. tic, tac. Il y a des choses, on se dit, c'est mieux de les faire à 40 ans qu'à 50. Donc voilà. Je me suis dit, j'ai envie de il va falloir que je me réinvente parce que sinon ça va être compliqué. Mais pas dans l'audiovisuel. Pas dans l'audiovisuel, mais j'en fais encore parce que j'aime bien et voilà. Et ça met aussi du beurre dans les épinards et il y a des projets que j'ai pas envie d'arrêter. Alors, comment on arrive à faire des gâteaux J'ai toujours été passionnée par les produits, la gastronomie, la cuisine en général. Ouais. Dans une vie rêvée, sans contrainte, j'aurais adoré reprendre là une formation et essayer de partir en cuisine. Mais en fait, ça collait pas à mes contraintes. Ouais. J'ai pas quitté Paris pour me retrouver ici et pas voir mon fils le week-end. Parce qu'ici, si on bosse dans la restauration, on bosse vendredi, samedi, dimanche. Bah oui, c'est clair. Mais même partout, on bosse. Oui. Quand même, on bosse beaucoup le soir, le week-end. Mais après, je sais pas, à Paris, par exemple, si tu bosses en semaine, il y a d'autres personnes qui bossent le week-end, par exemple. Et tu peux ne pas bosser tous les week-ends. Ouais, ici, c'est un peu incompatible avec une vie maman solo à la campagne. C'est ça. Ou alors, il faut que je prenne une jeune fille au père et qui s'occupe de mon fils, mais c'était pas le but de tout ça. Donc, je me suis, on va dire que j'ai un peu posé toutes mes contraintes. T'as refait une liste? J'ai refait une liste. Mélanie, elle aime bien faire les listes. En fait, je les écris pas, mais on va dire que c'est dans ma tête. Mais je me suis posé toutes mes contraintes et j'ai essayé d'inventer ma nouvelle activité autour de mes contraintes. D'accord. Et c'est là qu'est née l'idée de Crac en Perche, puisque c'est une activité que j'ai pu commencer sans faire beaucoup d'investissement, donc qui me permettait de pas prendre trop de risques. Et en même temps... Mais faut que tu expliques ce que c'est. Alors, Crac en Perche, ce sont des biscuits et des granolas produits dans le Perche avec un maximum de produits du Perche. Et j'ai même envie de dire des produits ultra locaux. Ouais. C'est-à-dire que les produits de base, alors on va parler surtout des gâteaux parce que c'est un peu plus compliqué sur le granola, mais sur les gâteaux, la farine, le beurre, les œufs et le fromage viennent d'un rayon de moins de 40 km autour de chez moi. Ouais. Oui, c'est et encore, si j'enlève le fromage, c'est dans un rayon de 15 à 20 km. Quoi. Okay. Donc, j'avais vraiment cette volonté de travailler, parce que dans les choses qui me plaisent, c'est aussi le sourcing des produits. Avant de faire Crac en Perche, tous les jeudis, j'allais faire le tour des fermes je faisais le marché de Bélem, puis la ferme pour acheter le beurre, puis la ferme pour acheter la viande, puis à l'endroit pour acheter le pain. Enfin, c'était vraiment mon plaisir d'aller chez les producteurs, de découvrir les petits producteurs, d'en tester plusieurs. Et je retrouvais ça dans Crac en Perche, c'est-à-dire le plaisir d'aller tester des producteurs, travailler avec des gens en local que tu connais. Tu peux nous dire qui c'est ? Alors, pour la farine, je travaille avec les pains de Saint-Hilaire. Pour le coup, alors là, pour être plus voisins, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on est sur la même commune. Ils sont à la Perrière. Ils sont à la Perrière, mais en fait, ce qui est la même commune, puisque dans le Perche, il y a beaucoup de communes. Alors, c'est même pas communauté de communes, c'est les communes nouvelles. Ah, oula, ça devient compliqué, là. En fait, la communauté de communes, c'est beaucoup plus grand, ça va jusqu'au Teil. C'est les collines du Perche. D'accord, oui. Mais la commune nouvelle, donc qui s'appelle Belforêt-en-Perche. Ah oui, voilà, c'est Belforêt-en-Perche. Exactement. Ah, et la Perrière, c'est Belforêt-en-Perche. Ouais. Ah, je savais pas, tu vois. Donc on a le même maire. D'accord. Voilà. Donc on est vraiment voisins. Et eux, donc c'est un couple qui s'est installé un peu avant moi, mais pas tant que ça. Ils ont ouvert leur boutique leur fournil en septembre 2021. D'accord. Donc c'est des boulangers. C'est des boulangers. Et ils font leur propre farine ? Alors ils font une farine qui est la T80. Ils ont une meule de pierre chez eux et après pour toutes les autres farines ils vont ailleurs, mais pour la T80 c'est vraiment leur farine. Okay. Donc tu prends chez eux. Et donc je prends chez eux et c'est d'une souplesse, c'est-à-dire que moi j'envoie un message et le lendemain matin je récupère mes 10 kilos, mes 15 kilos, je passe au fournil ou je passe à la boutique, enfin voilà. En plus ce qui est sympa toi, c'est que ce que t'aimes au-delà des produits, c'est aussi créer du lien avec les gens. Mais oui, et puis ça me fait plaisir, c'est-à-dire que il y a d'autres, déjà c'est bio, mais il y a d'autres gens qui font du bio à côté, mais eux je les connais,
je les trouve sympas, ils viennent d'avoir un bébé, enfin, ça me fait plaisir que mon argent, alors j'imagine pas, enfin, c'est pas non plus, c'est pas ça qui les fait vivre, bien sûr. Mais sur le principe, ça me fait plaisir que mon argent aille chez eux, plutôt qu'à un grand groupe que je connais pas, même si ça pourrait être du bio local. Mais j'identifie la personne et j'humanise mon produit et ça me fait plaisir. Ouais, c'est super. Et pour les œufs et pour le beurre, c'est un peu pareil. Le beurre, donc je travaille avec la ferme de l'Étoile, qui est à Courjon, à côté de la chapelle Montligeon. Et en fait, depuis que je suis ici, j'achète mon beurre là-bas. Donc, alors, quand j'ai fait mes tests de biscuits, j'avais essayé... Je faisais des tests avec un peu n'importe quel beurre au démarrage. Et puis très vite, j'ai vu que ça n'avait pas du tout le même goût. Et que... Alors, c'est pas du tout le même prix non plus, parce que c'est très cher. Le beurre fermier... bien sûr, c'est plus cher que... Ça a un certain coût. Mais c'est aussi pour ça que c'est bon. J'espère. Mais oui, pour moi, ça a un goût de, ça a un goût de beurre et de ferme qui est vraiment plus poussé. Les œufs, c'est au pain la Garenne. Ils sont bio et c'est des gens qui sont vraiment très respectueux de leurs poules. C'est pas l'élevage intensif. Et puis c'est pareil, c'est des gens hyper sympas. Enfin, j'envoie un SMS en disant demain, je viens chercher 60 ou 90 œufs. La porte de la boutique est ouverte, il y a personne, je prends mes œufs, en fin de mois je reçois une facture. Enfin, tout se passe vraiment dans une bonne intelligence et dans un respect mutuel. C'est vrai qu'au début, j'avais ce petit syndrome de l'imposteur en me disant, moi, je suis toute petite entreprise, je fais rien, je suis en auto-entreprise, je produis pas grand-chose. Enfin, je dis à l'époque, j'existais à peine et je me disais, on va un peu me rironner. Et en fait, pas du tout. Les gens ont tout de suite été déjà hyper positifs sur le projet et m'ont tout de suite fait confiance. Et ça, c'est assez agréable. C'est cool. J'aurais jamais connu ça à Paris, ça c'est sûr. Non, ça aurait été beaucoup plus dur. Et t'as aussi travaillé avec des fermes qui font du fromage. Oui, alors sur le fromage, sur le Gouda, donc j'ai un gâteau au Gouda, j'ai découvert, via la ferme où j'achète le beurre, qu'il y avait une personne, un Hollandais, installé en Normandie depuis, je pense, une quinzaine d'années. Dans la Sarthe, 20 ans. Non, il est dans l'Orne. Il est dans l'Orne, à côté de C, à Gapré. Et donc, ça s'appelle les Gouda normands. Et il produit vraiment du Gouda, qui a le nom Gouda, en Normandie. C'est génial. Lui, donc, est néerlandais. Il importe ses ferments des Pays-Bas, mais les vaches pâturent en Normandie. Et il fait des super produits. Et j'avais vraiment cette volonté de me dire, j'ai envie aussi de prendre du fromage local, quoi. Bah ouais, c'est clair. Et puis, en fait, on découvre ici, il y en a beaucoup, hein. Mais il y en a beaucoup, même si c'est pas la spécialité qu'on connaît le plus en Normandie, enfin à part le camembert et tout ça, mais dans le coin du Perche, c'est pas les fromages qu'on connaît le plus, mais en fait quand on regarde, il y en a plein. Il y en a plein. On peut te faire un plateau avec que des fromages locaux. Ça c'est top. Et donc tu essayes de faire ces gâteaux le plus localement possible, aussi des granolas. Et c'est quoi l'objectif du coup de Craque en Perche? Aujourd'hui, tu vends dans des boutiques, tu as ton site, comment ça marche? Alors aujourd'hui, donc j'ai un site, mais alors s'il y a des choses que je sais faire, gérer un site internet, je ne sais pas faire, mais j'ai quand même essayé de tout faire moi-même. Donc je suis allée sur Shopify, c'est bien. J'ai mis ma carte bleue, je paye un petit truc tous les mois, mais franchement j'ai fait le truc le plus basique possible parce qu'il fallait avoir un site internet. J'ai appris après qu'il fallait bien nommer ses photos pour faire un référencement, ce que je ne savais pas du tout. Donc moi mes photos n'ont absolument pas de nom. Oui, elles s'appellent DS61. Voilà. Donc un jour quand j'aurai le temps, peut-être je réglerai ce problème. Mais donc voilà, pour l'instant mon site c'est vraiment une vitrine. Je crois que je dois faire 3 ventes par mois. Enfin voilà, on n'est vraiment pas sur quelque chose. Bon après t'as ton site, c'est déjà bien. Tu crées ta petite marque. Voilà, non, mais j'y vais petit à petit. Je me mets pas des. Mais ils se présentent comment du coup les gâteaux? C'est par. C'est des petits sachets en gâteau. Alors les gâteaux c'est des sachets de 150 ou 120 grammes. En fait, moi je suis partie du principe que le prix, je voulais le même prix pour tout le monde, enfin pour tous mes paquets. Tous les gâteaux. Ouais. Et donc en fait je baisse juste le poids. C'est-à-dire que les gâteaux salés font 120 grammes, les gâteaux sucrés font 150. Parce que bizarrement beurre plus fromage ça coûte plus cher que beurre plus sucre. C'est bizarre, hein. Mais voilà, tout est au même prix. Et je fais des gâteaux. J'avais envie de faire 150 grammes parce que je veux que ce soit gourmand, c'est épais. Et c'est pas. Je pourrais faire des gâteaux moins chers et mettre 80 grammes dedans, mais c'était pas le but, quoi. J'avais envie qu'on plonge dedans et que ce soit gourmand, quoi. Et après, les granolas, c'est des plus gros paquets, c'est des sachets de 350 grammes. Et peut-être il y aura du vrac un jour,
je sais pas, Ok. je me ferme aucune piste. Pour l'instant, j'y vais doucement. Donc, tu as Mon plusieurs petit, saveurs proposées, plusieurs saveurs. sucrées et salées. sucré et salé. J'ai 4 gâteaux sucrés, 2 gâteaux salés et 2 granolas. Et je commence petit à petit à aller vers, à distribuer mes produits en boutique, puisque j'ai eu cette chance immense de commencer sans distributeur. Ah ouais, c'est fou. Je suis tombée un peu par hasard sur une annonce sur Facebook d'une personne d'une mairie qui cherchait des produits pour faire des paniers gourmands pour Noël. Moi, j'avais créé à peine la société, je crois que j'avais même pas encore déposé la marque, Ouais. mais je me suis dit, encore une fois, c'était le soir sur mon téléphone. On fait des trucs bizarres le soir sur son téléphone. Je vois cette annonce sur Facebook et je me dis, bon, ça coûte rien de répondre. Ouais. Donc je lui ai dit, bah voilà, moi je m'appelle Crac-en-Père, je fais des biscuits. J'avais pas calculé les prix, je connaissais pas les goûts. Déjà, t'avais le nom de ta marque. J'avais le nom de la marque, ouais, j'avais fait le logo. Un soir d'insomnie, j'avais fait le logo. Et mais je savais pas du tout à quel prix j'allais les vendre. J'avais aussi les recettes que j'avais fait tester pendant les vacances Ouais. de Noël, d'été chez mes potes. Mais bon, j'en étais à peu près là. J'avais pas encore eu tout était prêt, il fallait juste que j'appuie sur le bouton en me disant allez go. Mais c'était dans cette petite phase de reculer pour mieux sauter. J'étais un peu dans un entre-deux. Et puis la fille me répond en me disant bah oui, pourquoi pas, je viendrai goûter. Puis après j'ai plus une news, donc je me suis dit bon, pas grave. Puis un jour elle m'appelle en me disant bah je suis à Belém dans 1 heure. Donc là, bon, le bas de combat, heureusement j'avais les biscuits. Ouais, ils étaient déjà prêts. Ça Ils va. étaient déjà prêts. Mais bon, il fallait quand même que je range tout, Ouais. comme il fallait que ça ait l'air professionnel quand même. Bon, voilà, j'avais pas vendu un seul gâteau de ta vie ma encore. à ce moment-là. C'était vraiment le début. Et donc elle repart avec ses petits paquets en me disant bah je goûte pas maintenant, mais on va goûter avec les gens de la mairie Ouais. pour choisir qui on prendra dans le panier. Bon, très bien. J'attends, pas de nouvelles. Et puis donc après c'est les vacances de la Toussaint là de cette année. Et le dernier jour, je crois le dimanche avant la reprise, je reçois un mail en me disant on a beaucoup aimé vos gâteaux. On va vous prendre un salé, un sucré. Et donc en fait comme on va faire 300 paniers, on va vous prendre 600 paquets. Ah ouais, voilà. Voilà. Et donc, là, Crac-en-Perche est lancé. Voilà, Crac-en-Perche est lancé. Sauf que, pour la petite blague, 3 jours avant, mon four était tombé en panne. Ah. Que j'attendais le dépanneur, mais que mon four ne marchait pas. Que j'avais donc aucun fournisseur de prêt. Attends, t'avais donné un peu de temps quand même pour faire ces paniers. Enfin, ces paquets. Bah, pas tant que ça, parce que donc là, on devait être quoi, début novembre. Ouais. Ah oui. Et que elle les voulait pour le 2 décembre. Ah oui, voilà. T'avais 1 mois pour faire 600 C'est ça. paquets. Alors, en vrai, 3 semaines, parce que... Ah oui, t'es partie en vacances. Voilà, j'avais calé des vacances. Je partais à New York voir mon frère et j'avais pas envie de décaler, donc j'avais 3 semaines. Ah, donc c'est le ça. dimanche, j'ai envoyé des mails à tout le monde. Sur le retour, donc j'étais en vacances à Trouville et sur le chemin du retour entre Trouville et Belém, et ben il y avait le producteur de Gouda. Ouais. Donc j'ai débarqué. T'es passé voir tout le monde. Je suis passée voir tout le monde. Je suis repartie avec 2 meules de 8 kilos. Ah, c'est super. Et Bon, là, le c'était lendemain, lancé, quoi. Là, c'était lancé. Donc maintenant, où est-ce que t'es distribué? Alors maintenant, les tout premiers à m'avoir soutenu et à m'avoir distribué, c'est aussi des voisins. Hein. Ouais. C'est le Confrère Général à la Perrière, qui est donc une épicerie qui va bientôt avoir 1 an. Ils sont super, j'adore. Vraiment, ils donnent une vie à ce village. Et donc, c'est les premiers à m'avoir pris des paquets. Ensuite, les pains de Saint-Hilaire, donc ceux à qui je prends la farine. Alors, eux, ils ne vendent pas à leur boutique, parce qu'en fait, elle est en face de l'épicerie. Bien Et sûr. la Perrière n'étant pas un très grand village, il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir 2 points de vente l'un en face de l'autre. Mais ils emportent mes gâteaux sur leur marché. Donc, ils font les marchés de Mortagne et du Mans. Ouais. Voilà. Ensuite, depuis la semaine dernière, à Mortagne, il y a Noiram Café. Ouais. Marion qui m'a donc pris toutes les variétés de gâteaux, donc à déguster avec son café ou à l'apéro. Ok. Bon, elle vend pas de vin, mais bon, on peut quand même prendre des gâteaux pour l'apéro, c'est pas grave. Tout fraîchement, hier, j'ai déposé des gâteaux chez l'Essentiel, qui est une épicerie à Rémalard. D'accord, génial. Voilà.
Et puis... T'as encore plein de possibilités. Voilà. Ouais, j'ai une liste... Enfin, à chaque fois que je croise des gens, on me dit « Mais alors, est-ce que t'es allé là ? Est-ce que t'as vu ici ?» Voilà. Donc, j'ai une très grande liste d'endroits où je... Il faut que tu reviennes à nos gens. Pardon. Et j'ai aussi le Café du Commerce. Ah, de oui. Camille, qui est donc la première que tu as eue dans ton... Exactement, notre première invitée. Voilà. Et donc, dans son restaurant, elle a une cave avec une épicerie. Ah oui, une petite épicerie. Une petite épicerie, donc elle propose des gâteaux salés Génial. Que tu peux acheter avec une bonne bouteille de vin. Bah, c'est top. Est-ce que tu as des projets, du coup, à venir pour Craquemperche tu voudrais nous parler? Bon, ce ne sont que des projets, donc je peux pas rentrer trop dans les détails, mais Tu vas faire des marchés, des choses comme ça? Alors, les marchés, peut-être un jour. Okay. Là, j'ai fait un marché de Noël et un festival de cinéma à Mamers, mais comme je disais, j'ai voulu démarrer avec pas beaucoup d'investissement, et j'ai une toute petite voiture, qui est donc une Twingo, et aujourd'hui, si je devais faire un marché, j'aurais pas de quoi mettre un barnum dans ma voiture, par exemple, et je vais pas faire un marché avec des risques de pluie et des paquets en craft dans lesquels je mets mes gâteaux. Enfin, c'est pas possible. C'est pas encore l'organisation. Quand il sera beau, que la météo me dit pas de pluie prévue du tout, pourquoi pas? Parce que je trouve ça, j'adore pouvoir faire goûter, et puis en fait je me rends compte que c'est là que les gens achètent le plus, en goûtant. Parce que il se trouve que quand les gens goûtent mes gâteaux, en général ils achètent. Ils les aiment. Donc c'est vrai qu'il faudrait que je fasse. Mais le problème c'est que plus quand je fais des marchés, je produis pas. Et quand je produis pas, j'ai rien à mettre sur les marchés. Puis t'es toute seule, hein. Voilà. Faut bien le répéter. Exactement. Donc voilà, il faudra que je trouve un équilibre. Donc ça, moi, les choses se font un peu comme elles arrivent. Voilà, moi je crois bien à la petite chance et à tout ça, donc on verra comment les choses se font. Et après, j'ai très envie de développer des choses. Là, j'ai été contactée par une ferme, par exemple, pour les aider à travailler leurs produits. Donc je serais pas obligatoirement pour faire des choses pour Craquemperche, alors peut-être, mais c'est surtout pour eux. Donc moi, voilà, toutes les opportunités qui arrivent, je les étudie et je trouve que tout est intéressant et ça me fait plaisir, quoi. Ouais, c'est super. On souhaite un bel avenir à Craquemperche. Merci. Est-ce que on peut revenir un peu à ta vie avant celle de Craquemperche et de Mélanie dans le Perche? Comment tu décrirais un peu la vie que tu avais à Paris? En un mot ou deux? Alors, ça va être obligatoirement la vie à Paris avant mon fils, parce que elle était vraiment différente. Alors moi, j'ai adoré ma vie à Paris, j'adorais mon job, et en fait, moi, je bossais pour voyager. Ma passion, c'était les voyages. Je bossais beaucoup, je gagnais bien ma vie, et en gros, je me faisais 2 très beaux voyages tous les ans. Je suis allée partout, enfin pas partout, mais bon, je suis allée très loin. Je suis allée en Australie, je suis allée en Indonésie plusieurs fois, je suis allée au Laos, je suis allée au Népal, j'ai fait le tour de l'Islande, les fjords norvégiens, enfin j'ai beaucoup voyagé et c'était vraiment pour moi, je bossais pour pouvoir voyager, c'était vraiment ma passion. Et puis je pense que j'ai vécu ce qu'on appelle aujourd'hui, il y a un podcast qui s'appelle comme ça, la matrescence. C'est-à-dire que voilà, à partir du moment où j'ai eu mon fils, ma vie a un peu vrillé, c'est ça, un peu inattendue. Et alors même si j'adore encore voyager, mais c'est vraiment plus ma priorité aujourd'hui. Quand il sera grand, je serais ravie de lui faire voyager, de le faire voyager, de faire des choses avec lui. Là, si j'avais les moyens, bien sûr que je revoyagerais avec lui tout de suite, mais c'est pas ma priorité. Alors que ça l'était. Et donc Paris, pour toi, c'était un moyen en fait d'acquérir cette liberté dans le voyage? Ouais, dans le voyage, je sortais pas mal. Enfin, j'adorais faire des restos, voir mes potes. Ma vie, elle était plutôt très cool. Enfin, j'avais pas beaucoup de contraintes. J'avais la chance de bien gagner ma vie, donc de pas avoir vraiment de contraintes. Et elle était assez cool, enfin assez smooth. C'était plutôt chouette. Et ta vie aujourd'hui alors? Eh ben, elle est plutôt chouette aussi. Non, franchement, moi, j'ai aucun regret sur le move que j'ai fait de me dire, allez, je pars vivre à la campagne, qui a pu en surprendre plus d'un. J'ai aucun regret. Après, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais
Alors moi, je suis quelqu'un d'assez impulsif. Enfin, quand j'ai pris une décision, j'y vais, je me pose pas trop de questions. Je suis pas le genre à tout rationaliser. Non, Moi, tu fais des listes quand même. Ouais, je fais des listes. Je fais des listes pour me dire bon bah est-ce que c'est un peu cohérent quand même. Ouais, bien sûr. Mais je vais pas tourner autour du pot pendant 10 ans. T'es une fonceuse. Un peu. Et puis je me dis quand je suis partie, je me suis dit si jamais ça me plaît pas, au pire je revends la maison et puis j'irai ailleurs. Enfin, bien sûr. Rien n'est définitif. Non. Rien n'est définitif, et puis il y a pas de raison que les choses se passent mal, en fait. Voilà. Ok. Est-ce que tu as rencontré des difficultés à vivre dans cette nouvelle vie à la campagne ? Et est-ce que tu dirais que ces difficultés sont liées au fait que tu as été citadine si longtemps ? Alors, des difficultés... Alors... Peut-être, mais ça c'est pas. Enfin, je pense que c'est pas spécialement lié au lieu. Je pense que j'aurais déménagé partout, ça aurait pu être pareil. C'est que moi j'ai mis vraiment du temps avant on va dire d'acquérir une vie sociale dans le coin. Ça, mais c'est tout le monde, n'importe où. Ouais, après. Plus à la campagne, tu penses ? Non, c'est peut-être pas lié à la campagne, mais voilà, après t'as moins d'endroits pour sortir et tout ça, mais en même temps les gens, quand tu sors, tu croises quand même souvent les mêmes personnes, donc t'as plus de facilité aussi à aller vers ces personnes, mais j'avais vraiment le besoin de me recentrer sur moi-même. Non, je suis pas sûre vraiment d'avoir eu de difficultés. Et est-ce que tu avais des idées, en revanche, des idées un peu préconçues sur la vie à la campagne, les gens qui vivent ici, les ruraux, et qui en fait se sont avérés être fausses, en sachant que tu as aussi déjà eu cette vie avant rurale, donc bon, tu étais déjà... Je partais pas dans l'inconnu parce que je savais à peu près où j'allais mettre les pieds. T'as peut-être pas d'idées préconçues, mais en vivant tellement longtemps à Paris, on a forcément un peu des idées... Ouais. Alors, moi, ce qui est drôle, c'est que quand j'habitais dans la Sarthe, chez mes parents, pour moi, c'était vraiment la race campagne. Ouais. Et en fait, je pense que c'était pas du tout la race campagne maintenant que je vis à la campagne. à la campagne. C'est-à-dire que, chez mon père, Le Mans, c'est 20 minutes. Ouais. Moi, aujourd'hui, quand j'essaie d'expliquer aux gens qui sont pas du tout du coin, où est le Perche et quelle est la grande ville à côté. Ah, j'adore ce moment. Et c'est quoi la grande ville à côté de chez toi? En fait, la grande ville à côté de chez moi, elle est à 1 heure, quoi. C'est Le Mans. C'est Le Mans, mais c'est... Ou Angers? Non, c'est un... Non. C'est soit Le Mans, soit Chartres. Ah oui, Chartres. Ouais. Après, il y a Alençon, mais les gens connaissent pas toujours Alençon. Non, ils connaissent pas. D'ailleurs, Le Mans, parfois, il y en a... tu dis les 24 heures du Mans ou les rillettes, ça passe, quoi. Mais, c'est ça. Mais c'est Le Mans ou Chartres, et c'est... de chez moi, c'est 1h05, quoi. Ouais. Donc, j'ai pas de grande ville à côté de chez moi. Et alors que ça, j'avais pas avant. Ouais. Moi, quand j'allais chez mon père, je prenais le TGV, j'arrivais au Mans ou à Sablé, et le TGV était à côté de chez moi. Ça. Donc ça, j'ai plus aujourd'hui. C'est ça. donc je savais à peu près où je mettais les pieds. Ouais. Mais j'ai quand même été agréablement surprise parce que contrairement à ce que j'ai connu chez mon père, j'ai quand même retrouvé quelques marqueurs parisiens, on va dire, qui je suis contente d'avoir retrouvés, c'est-à-dire les bons restos, les petites caves, le bon fromager, quelques trucs, aussi parce qu'il y a beaucoup de Parisiens en résidence secondaire ici. Ça m'a permis, moi, de pas être totalement perdue. Il y a quelques trucs que j'adorais à Paris que je retrouve quand même ici. Alors bien sûr, je retrouve pas les boutiques de fringues, mais ça va, ça me manque pas trop. Ouais. Franchement, je trouve qu'on en a moins besoin maintenant ici. Ouais, il faut des bottes. C'est ça. Des bonnes chaussures. C'est ça. Les pulls chauds, et puis voilà, quoi. Des pulls chauds, ouais, carrément. On a essayé de s'échanger des petits tips sur les polaires. On a fait une étude de marché sur la meilleure polaire. Le petit pull en cachemire fin, ça te sauve la vie. C'est ça. Est-ce que tu aurais une anecdote, en revanche, à nous partager sur ta nouvelle vie au Quai de la Chaîne? En dehors du nom de ta rue, qui est une anecdote à elle toute seule. Un truc un peu fun qui ne te serait jamais arrivé. Écoute, non, je crois pas trop. Enfin, c'est pas vraiment une anecdote, mais à un moment, au bout de quelques mois, j'ai des amis qui sont venus et qui m'ont dit, alors, t'as rencontré des gens. Et en fait, quand je faisais la liste des gens avec qui je discutais toutes les semaines ou quotidiennement, c'était que des gens qui vendaient de la bouffe. C'est-à-dire le producteur de fromage, le boulanger, l'épicier, le caviste, les restaurateurs. En fait, et c'était avant Crac-en-Perche, ça? Avant Crac-en-Perche. Tu t'es peut-être dit, il y a un truc là. Il y a un truc avec la bouffe, ça c'est sûr. C'est sûr. Je me suis vite rendu compte qu'en fait, les gens avec qui je discutais, c'était les gens qui vendaient de la bouffe. Ouais. Est-ce que tu aurais
aurais des conseils pour ceux qui aimeraient sauter le pas et comme toi changer de vie? Alors, je pense que j'en ai deux. Le premier, c'est que avant de s'installer, je pense qu'il faut passer un bon moment en hiver. Au moins se prendre louer une maison, prendre une semaine ou 15 jours de vacances en hiver pour se rendre compte si on est capable d'aimer la campagne en hiver. Ok. Alors, moi, je l'ai pas fait parce que j'ai grandi à la campagne en hiver et que je savais déjà que j'aimais bien être chez mon père. Enfin, moi, le feu de cheminée, c'est ma passion. Donc, tu me donnes des bottes, un feu de cheminée, un petit verre de vin blanc, tout va bien. Voilà. Et puis, j'ai aussi... moi, je suis arrivée un 27 décembre. Donc, voilà, je suis arrivée directement dans le bain en hiver. Ouais. Et après avoir passé mon premier hiver et m'être dit, j'ai adoré, je savais qu'il n'y avait pas trop de risques que ça change après. Tu as une cheminée chez toi, donc... Ouais, c'est une cheminée. Elle marche pas tous les jours, parce que je n'en ai pas besoin tous les jours. Ouais. Mais en fait, juste pour l'ambiance, c'est trop bien. Ça change tout. Ouais. Donc ça, c'est ton premier conseil. Mon premier conseil. Vivre un hiver avant de complètement faire son choix. Parce que si tu viens ici qu'au printemps, quand il y a des fleurs partout... Ah bah c'est génial, tu vis dehors. Qu'il y a une lumière de dingue, tu te dis c'est trop beau le perche, c'est parfait, machin. Bah, un peu comme tout le monde, ça fait 15 jours qu'on n'a pas vu le soleil, et c'est pas exactement pareil qu'au printemps. C'est vrai. Et puis aussi, au mois de janvier, par exemple, il n'y a pas grand-chose d'ouvert ici, c'est à peu près les vacances de tous les restaurateurs, de pas mal de boutiques, donc c'est beaucoup plus introspectif, on va dire, au mois de janvier. Faut trouver d'autres occupations. C'est ça. Et justement, après, c'est mon deuxième sur la lumière, moi, depuis que je vis ici, je remarque justement beaucoup plus les changements liés aux saisons. Ouais. Et en fait, je trouve que toutes les saisons, même tous les mois, sont incroyables. Enfin, même si tu dis il y a moins de soleil, enfin moi le mois de janvier, j'ai vu ma maison se transformer. Enfin, je trouve ça aussi. Alors ça c'est pour le coup. Alors si ça me fait penser à une anecdote. Ouais. Quand j'ai emménagé dans cette maison, donc il y a un peu de terrain, enfin pas grand chose, mais il y a un peu de terrain, donc il y a quelques arbres. Mais je savais pas du tout, moi j'y connaissais rien, donc je savais pas du tout ce qui avait été planté. C'est des arbres qui ont été plantés dans les années 70. Ouais. Et donc, à chaque fois, je me disais, j'attends le moment où il va y avoir un bourgeon. Un truc. Ouais. Et donc, tous les jours, à partir du mois de février, je faisais le tour de mon jardin pour voir si un bourgeon arrivait. Et donc, je me disais, oh tiens, ça c'est un cerisier. Oh tiens, ça c'est un machin. Et vraiment, tous les jours, je regardais. En même temps, je le fais plus. Est-ce que t'as des fruitiers? Non. Ah zut, allez. Mais j'ai un très beau cerisier, mais qui est un cerisier, cerisier japonais, qui est magnifique, qui fait des super belles fleurs. Il est très vieux, donc il est énorme. Mais par exemple, j'ai 2 prunus roses, et qui donc me font des fleurs en hiver, au tout début mars. Et ça, pour moi, c'était la super surprise. J'étais tellement contente. Je pense que tous les jours, je faisais 10 photos de mon arbre rose. Ça, c'est la Parisienne qui débarque, quoi. Oh, il y a des fleurs, c'est trop mignon. C'est génial. J'ai des arbres dans mon jardin. C'est ça, voilà. Ok, trop bien. Et ton deuxième conseil, pardon? Alors, le deuxième conseil, je pense que c'est un peu lié aussi au fait d'être seule avec un enfant. Il faut pas être gêné par la solitude. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là, dans le sens où quand j'ai voyagé, j'ai beaucoup voyagé seule. D'accord. Je prenais un billet et puis je partais à l'autre bout du monde toute seule, avec mon sac à dos ou pas d'ailleurs, parce que je veux pas toujours voyager. Enfin, parfois je me prenais aussi des très beaux hôtels sympas. Voilà. J'ai pas fait backpack, j'en ai fait un peu, mais pas que. Mais donc j'ai jamais eu de problème à déjeuner seule, même parfois à Paris quand j'avais un nouveau resto qui sortait, qui venait d'ouvrir et que j'avais vachement envie de faire. Je me suis jamais freinée en me disant j'ai personne pour venir au resto avec moi, mes potes sont pas dispo. Je me disais, ok, j'ai envie de me faire un brunch. On est dimanche, personne n'est dispo, j'ai envie de me faire un brunch, j'y vais, quoi. Okay. Et donc, c'est vrai que j'aurais eu ce problème avec la solitude. Je pense que l'arrivée dans le Perche aurait été un peu plus compliquée. Ouais. Et donc, moi, j'ai pas de problème à me dire, pendant 3 jours, je vois personne d'autre que les mamans de l'école le matin et mon fils le soir. C'est pas vraiment un problème pour moi. C'est pas une angoisse? Non, pas du tout. Ça, je pense qu'il faut il faut un peu l'avoir en tête quand on part. Ok. Merci beaucoup, en tout cas, de cet échange et de ce partage. On a appris plein de choses et même moi, qui te connaissais déjà, j'ai appris des choses. Merci. Alors, avant de se quitter, j'ai des petites questions rapides auxquelles il faut que tu répondes. Voix verte. Est-ce que tu peux nous dire quel était ton rapport à la nature quand tu étais enfant? Je sais pas si j'en avais beaucoup.
Alors, enfin, si, quand même. Bon, j'habitais à Paris, mais je dis que j'habitais à Paris, mais j'habitais à Boulogne. Ouais. Donc, même si à chaque fois, ça fait rire les gens, mais donc j'allais au bois de Boulogne. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que le week-end, on prenait nos vélos, on était quand même dans la forêt. J'avais une maison de famille au bord de la mer, donc j'ai eu la chance d'avoir une enfance très cool et qui m'a permis d'avoir la nature. Mais je ressentais pas ce besoin de nature. Enfin, ça me semblait naturel, et en même temps j'étais contente d'être aussi dans le bitume. Enfin, je n'avais pas vraiment, je pense, de rapport à la nature. Les fleurs m'ont jamais vraiment intéressée. Aujourd'hui, quand je m'occupe de mon potager, mon père hallucine en disant mais jamais j'aurais pu imaginer que ça l'intéresserait, parce que vraiment j'en avais mais rien à faire. Vraiment cette volonté d'avoir du vert, c'est arrivé vraiment ensuite, plus tard. Ok. Et est-ce qu'il y a une chose de la ville qui te manque? La bouffe asiatique. Ouais. Des bons sushis, un bon boboon, une soupe thaï, enfin voilà. Et il faut le faire soi-même en fait. Ben je le fais, mais ça prend du temps. Ouais. Il faut les bons produits. Mais bon, j'ai la chance d'avoir une maman qui est en région parisienne, et quand j'y vais, je fais un petit saut chez Tang et je ramène ce qu'il faut. Ramène la sauce yuzu et tout. C'est ça. Et est-ce qu'il y a une chose que tu es bien contente de ne plus subir de ta vie citadine? Le bruit de la ville. Vraiment, quand je revenais, quand je faisais mes rendez-vous de chantier, je faisais toujours le jeudi, comme ça j'allais au marché de Bellem, et les restos étaient ouverts. Ouais. et donc quand je partais, dès que j'arrivais dans le Perche, il y avait ce petit apaisement de tu peux ouvrir tes fenêtres. En plus, bon, il faisait encore beau à ce moment-là, c'était l'été indien, tu peux ouvrir tes fenêtres, t'entends juste les petits oiseaux, les machins. Et quand je revenais sur Paris, une fois que j'avais passé le pont de Sèvres, et que tu vois bien dans Paris, voilà, dans Boulogne, vraiment le bruit me serrait, quoi. C'était pas du tout, ça me faisait pas plaisir de revenir, et j'avais l'impression d'avoir un espèce de bourdonnement dans les oreilles. En plus, bon, j'habitais au premier étage, j'avais de double vitrage, mais les klaxons, les machins, les camions poubelles qui te réveillent, bon, voilà, ça me manque pas. Et les voisins, du dessus, du dessous, tu les entends bien. Est-ce que tu aurais un lieu à nous conseiller près de chez toi? Bon, tu vas être obligé de nous conseiller un lieu lié à la bouffe, hein. Ah, et bah tu vois, c'était... Bon, alors, je vais en dire deux. Alors, vas-y. Alors, pour la bouffe, je pense que le resto que j'ai le plus écumé dans le Perche depuis que je suis arrivée, c'est Oiseau. Bah oui, c'est bien, c'est notre invité juste avant toi. Ah bah voilà. En fait, ils ont ouvert quand moi j'ai commencé mes travaux. Ouais. Donc, c'était ta cantine. C'était un peu ma cantine. Trop bien. Et j'adore aller là-bas. Enfin, bon, déjà, eux sont très sympas, et la bouffe est vraiment très bonne, donc que demander de plus, quoi. Tu manges bien, t'es bien accueilli, voilà, tu peux pas demander plus, donc voilà, ça c'est sûr. Et après, c'est le petit village de la Perrière. Pour moi, il a tout. Il a la beauté de la végétation, le fait d'être collé à la forêt de Bellem. Il a des vues magnifiques. Le bâti est hyper beau. C'est vrai. Et puis, pour un village qui est microscopique, il y a une vraie vie. Donc aussi bien par ce que font les gens du comptoir général, que par ce boulanger magnifique. Ouais. Il y a aussi 2 restaurants, un hôtel. C'est là où il y a le relais d'Orbée. Il y a le relais d'Orbée, la maison d'Orbée. Il y a aussi un il y a un brocanteur. Un brocanteur qui a des produits du terroir en dessous de sa boutique. Il y a des ateliers d'artistes. C'est hyper beau. En fait, c'est un petit endroit qui est hyper riche, et pour autant, t'es tout petit, t'es perdu au milieu de nulle part. Mais alors, moi, mon plaisir, c'est en fait de me dire... Enfin, moi, ma maison, elle est quasiment collée à la forêt de Bellem, mais à l'opposé. Et donc, en fait, je sors de chez moi, je fais 100 mètres, je suis dans la forêt, je traverse toute la forêt, et j'arrive à la Perrière. Je pourrais faire un chemin qui est plus court en passant par les routes, mais... c'est moins bien. Bah non. Quand je sors, je suis dans la voiture, je dis à mon fils, alors on prend la forêt ou la route? La forêt. Okay. Et la dernière fois, on a croisé un chevreuil. Trop bien. Donc ça, c'est un plaisir que je conseille à tout le monde. Ok, donc la Perrière. Ouais. Et est-ce que t'es plutôt drive ou course au marché?
Alors, je crois que j'ai dû faire un drive une fois dans ma vie, donc course au marché. Course au marché. Alors après, je vais aussi au supermarché acheter 2-3 trucs. Hein. Ouais. Ça, c'était, alors c'est bête aussi, mais c'était un truc, quand j'ai acheté ma maison, à 2 km de chez moi, j'ai un petit supermarché, et j'avais pas ce truc de me dire, quand je vais faire les courses, je suis obligée de faire 15 ou 20 km. Ça t'a rassuré? Bah ouais. Il y a des trucs quand même que tu ne trouves qu'au supermarché. Ouais. Chasse ou pêche? Aucun des deux. Ok. Cette question, je pense que je vais devoir l'enlever de mes petites questions. Parce que personne ne répond jamais. Personne ne répond. Ou alors, il faut que tu profiles quelqu'un qui aime l'un des deux. Voilà. C'est ça. Et alors, la dernière question, qui est notre petite question habituelle de fin du podcast Voix Verte, c'est de demander aux invités quelle chanson, quel titre de chanson lui fait penser à sa nouvelle vie dans le Perche. Alors, bien sûr que j'ai pensé à cette question, n'est-ce pas? parce que Alice, il faut tu le savoir sais, que Mélanie adore la musique. Je n'y connais rien, j'écoute assez rarement de la musique. Je sais, c'est pas du tout politiquement correct de dire ça. Bon, mais t'as le droit. Je sais pas, il faut j'ai l'impression que pour être il faut être hyper calé en musique. Moi, je n'y connais rien du tout. Mais j'ai réussi à trouver une musique. Et ça, c'est bien. Et qui, pour le coup, colle parfaitement. Du coup, tu viens de nous la chanter. Pas du tout. Alors ça, c'est mort. Tu peux te lever très tôt. Ça n'arrivera pas. Et donc, alors, c'est Back to 90s. Back to 90s. C'est une chanson de Terry Moïse qui est « Je serai là ». Oublie tes erreurs et tes peurs, je les efface. Et chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place. Mon seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Eh ben, merci beaucoup, Mélanie. Et à très bientôt. Et belle vie à toi et craque en perche. Merci à toi. C'était Alice, merci à tous d'avoir écouté Les Voix Vertes. J'espère que cet épisode vous a inspiré et qui sait peut-être qu'il vous a donné l'envie de sauter le pas vous aussi et de vous lancer sur une nouvelle voie plus verte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas de mettre une petite note sur vos applications de podcast et même de mettre un avis, ça fait toujours plaisir. Partagez ce podcast à vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi bien nous écrire sur les réseaux si vous avez des questions, des commentaires ou même des idées d'invités. À très vite pour un prochain épisode des Voix Vertes. Allez, salut! C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes. C'est magnifique, c'est très vert et c'est superbe.